facile à trouver, là, le lieu. Donc peut-être... Bon, les gens qui viennent sont en principe des gens du coin, quand même. Logiquement. Bon, voilà, néanmoins, j'espère que ça va être constructif, hein, qu'on va pouvoir avoir des échanges qui permettront aux uns et aux autres, peut-être, de réfléchir à des démarches, de s'outiller, et puis de partager les témoignages des entreprises qui vont être là. Hein, voilà. Donc je passe le micro à Xavier, qui va animer cette soirée. Merci. Voilà, donc Xavier Merlin, je travaille à l'ARACT Aquitaine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Un grand nombre d'entre vous la connaissent, visiblement, d'après les gens que je vois dans la salle, mais je vais quand même refaire une présentation rapide. On est une association loi 1901 qui a la particularité d'être dirigée par les partenaires sociaux, donc c'est-à-dire à la fois les représentants des salariés et des employeurs. Et on a une mission de service public qui consiste à accompagner les acteurs socio-économiques de l'Aquitaine, et en particulier les entreprises, à prendre en compte l'amélioration des conditions de travail comme un enjeu de performance et de santé. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur cette question de performance. Alors l'ARACT Aquitaine, elle fait partie d'un réseau national, avec à sa tête l'ANACT, et justement cet ANACT qui a été créé en 1973 travaille depuis sa création sur les projets de conception. Alors à l'époque, c'était plutôt tout ce qui était salle de contrôle, automatisation, puisque c'était la demande sociale qui demandait d'agir à ce niveau-là, à l'époque. Et puis cette demande sociale, elle a évolué avec la conjoncture économique que vous connaissez tous. Et du coup, il y a quelques années, un nouveau groupe s'est réuni pour un petit peu revoir cette démarche, essayer de refaire un point également sur les outils, et également de voir au niveau européen ce qui se passait, et voilà, de faire un peu, de retravailler cette question et de pouvoir ensuite la rediffuser auprès des entreprises. Alors en mai de cette année, nous avons organisé une journée bien concevoir pour ne pas décevoir à Paris, qui avait pour objet de présenter un petit peu notre expérience sur cette question-là auprès des pouvoirs publics, pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur politique. Et en parlant de cette réunion avec Henri Lapeyre, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir vous en faire profiter donc sur le territoire, donc là en l'occurrence au Pays Basque, avec un format un peu plus court, avec des témoignages et surtout en essayant de favoriser au maximum les échanges. Voilà, alors j'en profite également pour remercier le conseil régional et notamment Bruno Lerner qui le représente aujourd'hui. Il faut savoir que le conseil régional soutient l'ARACT Aquitaine depuis de nombreuses années pour que nous puissions accompagner les entreprises, mais également diffuser des outils et méthodes et démarches et faire des manifestations comme aujourd'hui. Excusez-moi. Donc en fait, cette soirée, il va y avoir 3 temps. Un temps d'introduction du thème que je vais faire. Ensuite, on passera sur 2 témoignages. Un premier témoignage qui est plutôt sur de la conception architecturale, et le deuxième sur un projet d'automatisation. Donc on le fera sur un schéma présentation, environ 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, puis après des questions qui porteront sur ces interventions-là. Et enfin, on aura une table ronde avec des acteurs. Alors on ne pouvait pas les mettre tous autour de la table, mais on a fait le choix de mettre des acteurs qui accompagnent les entreprises financièrement, soit sur des aspects méthodologiques, techniques, et sur des aspects financiers, donc de subvention. Alors, le projet d'investissement. En fait, l'investissement, c'est un moment clé du développement d'une entreprise, parce que c'est l'occasion de repenser à la fois l'organisation du travail, les questions de santé, l'évolution des métiers, la configuration des espaces, de l'équipement. Mais le constat que l'on fait, et qui est le même, qui demeure le même, c'est qu'en fait les projets ils privilégient souvent les aspects techniques, ou principalement les aspects techniques, au détriment de l'intégration des dimensions socio-organisationnelles. Pourtant, on sait tous que ces dimensions-là sont importantes. Donc c'est pour ça que l'ARACT a vraiment envie d'intervenir sur ce sujet-là pour pouvoir aider vraiment les entreprises à intégrer ces dimensions. Au niveau des projets d'investissement,
Pour définir un peu le terme, on va dire qu'on peut avoir des projets architecturaux, donc c'est de la conception et de l'aménagement de bâtiments. On peut avoir des projets industriels, donc des nouveaux équipements, une nouvelle ligne de production. Et on peut également avoir des systèmes d'information, c'est tout ce qui est PGI, donc les logiciels de gestion intégrée. On parle aussi beaucoup de GPAO, donc gestion de production assistée par ordinateur, etc. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a un terme qui est important puisqu'on parle beaucoup de performance, et c'est de revenir un petit peu sur ce qu'on entend par la performance, ou plutôt les performances. Il nous semble qu'il y a 3 types de performances. D'abord, il y a la performance financière, qui renvoie au capitalisme financier, et une gestion du court terme. Une gestion qui se base sur des indicateurs financiers et qui est axée vers l'actionnaire. Après, on va avoir une performance économique. Alors, la performance économique, ça comprend tout ce qui contribue à atteindre les objectifs stratégiques que les entreprises expriment souvent en termes de délai, qualité, satisfaction client. Et donc, ces objectifs, et à mon avis, qui correspondent un peu plus au territoire ici au Pays Basque, puisqu'on a plus de 90% des entreprises qui sont quand même de petite taille, donc on va retrouver quand même plus des entrepreneurs, des gens qui ont envie de développer leur entreprise, plutôt que des actionnaires qui vont rechercher purement une performance financière. Mais du coup, avec cette performance économique, on est sur des objectifs qui peuvent s'exprimer à plus long terme, où on va considérer d'autres acteurs que uniquement l'actionnaire. Et du coup, les liens avec les conditions de travail ne sont plus forcément antagonistes. Ça veut dire que si on veut inciter un dirigeant à prendre en compte les conditions de travail, il va falloir le faire évoluer sur ses objectifs stratégiques. Voilà. Alors on parle souvent de 5 arguments. Il y a des arguments qui vont être plutôt positifs parce qu'ils permettent d'avoir un effet positif sur la performance, et d'autres qui vont être négatifs. Parmi les arguments positifs, c'est l'argument opérationnel, c'est-à-dire qu'on va aider à améliorer les processus de l'entreprise. Argument positif, c'est le gain de productivité. Alors, productivité dans le sens don contre don, c'est-à-dire que puisque je mets de bonnes conditions de travail pour mes salariés, en contrepartie, ils vont s'impliquer dans l'entreprise, ils seront plus productifs. Et puis, il y a également un argument positif qui est celui de la différenciation, ce qu'on voit avec la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire que pour me démarquer de mes concurrents, je vais montrer en gros que je fais mieux qu'eux ou que j'apporte quelque chose de plus. Et au niveau négatif, il y a négatif dans le sens où il y a un risque pour la performance, il y a l'argument légal, tout ce qui est risque juridique, et il y a l'argument du marché par rapport à la perte d'image. Et on a un exemple en ce moment en viticulture, où c'est un secteur qui peine énormément à recruter des vignerons et des vigneronnes, parce que l'image de ce métier est en train de se dégrader. Et la troisième performance, c'est la performance sociale. Et elle se mesure par rapport à la satisfaction des parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, on va bien entendu retrouver les salariés. Alors nous, au niveau du réseau Anataract, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises sur cette partie de performance économique, et on les incite à aller de plus en plus vers de la performance sociale. Je reviens sur les projets d'investissement. Quelques constats. Si on prend, le réseau a fait une enquête en Picardie sur 95 petites et moyennes industries, dont 76 qui ont moins de 50 salariés. Et dans le questionnaire et les réunions qu'il y a eu avec ces entreprises, ce qui a été marquant, c'est que l'objectif premier est principalement technique, c'est améliorer l'outil de production. Et pourtant, quand on leur demande ce qui a le plus impacté l'entreprise à l'issue du projet, elles répondent à 75% que c'est l'organisation du travail. Et ensuite à 40% que c'est la politique de formation. Or, ces dimensions, au départ du projet, elles sont souvent des variables d'ajustement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'abord un projet technique, financier, et après le reste, on verra bien comment ça se met en place. L'autre constat, c'est qu'il y a souvent une absence d'équipe projet. Parmi cette enquête-là, il y avait 30%
des entreprises qui n'avaient pas mis en place d'équipe projet, indépendamment de leur taille. Donc ça veut dire qu'il y a une personne seule, éventuellement le chef d'entreprise, qui gère le projet, et on peut alors se demander comment cette personne fait pour prendre en compte les différentes logiques, que ce soit les logiques productives, commerciales, de ressources humaines de l'entreprise. Et enfin, quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent encore, c'est que souvent on est appelé, une fois que le projet est terminé, et qu'il y a des dysfonctionnements. Et voilà, et du coup, c'est vrai que ce temps qui a été gagné en amont, en n'intégrant pas ces dimensions socio-organisationnelles, finalement génère plutôt des pertes ou de la contre-performance qui peut être relativement importante. Alors après, dans les débats, on pourra, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle ou des consultants qui ont accompagné des entreprises, on pourra revenir là-dessus si effectivement ils partagent ces constats ou non. Quelques classiques dans les projets d'investissement. La dictature des murs. Trop souvent, les murs dictent l'organisation du travail. Il y a un exemple d'une menuiserie qui a gagné un concours pour la qualité du design, mais dont l'usage des locaux est catastrophique. Pour deux raisons. D'une part, en fait, ils ont mis de grandes verrières. Alors, le verre, c'est bien, mais l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid, donc il y a le côté thermique. Ça joue également sur la qualité du bois. Et puis, ça augmente le risque de bris des cloisons, parce qu'on est quand même dans une menuiserie, donc on va faire circuler du bois, alors que voilà, c'est en verre. Et l'autre élément, c'est l'espace dédié à l'atelier. C'est une entreprise qui est en logique de flux tendu. Donc l'idée, c'est de limiter les espaces de stockage. Or, du stockage, il y en a forcément besoin. Il y en a besoin au début parce qu'il faut bien stocker le bois vert au départ. Il faut stocker le bois avant de faire de l'expédition. Et puis, aux différentes étapes du processus, on va avoir besoin de ce qu'on appelle souvent ces stocks tampons qui permettent de prendre en compte et de gérer les aléas. Puisque si on a à un moment une machine en panne, plutôt que de bloquer la production, s'il y a un petit stock d'avance, ça me permet de continuer le travail. Donc voilà, l'importance, c'est les murs, c'est joli, le bâtiment qu'on va faire, effectivement, c'est important, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est quel usage on va en faire. L'autre élément, c'est la communication. Maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est elle qui définit les objectifs, qui finance et exploite. Et la maîtrise d'œuvre, c'est elle qui conçoit et qui réalise. Et un autre exemple assez connu d'un tribunal de justice, où en fait la maîtrise d'ouvrage insiste sur le concept de transparence de la justice. Donc effectivement, la maîtrise d'œuvre, en l'occurrence l'architecte, prend ce concept et il le traduit en éléments techniques et esthétiques. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un bâtiment tout en verre. Alors je tiens à signaler que j'ai rien contre le verre, parce que c'est le deuxième exemple, j'aime beaucoup les baies vitrées et puis j'ai pas d'action non plus chez Saint-Gobain. Mais la difficulté, c'est que ça n'a pas pris en compte qu'il pouvait y avoir des aspects par rapport à la chaleur. Ce point-là, il y a également l'éclairage, parce que vous imaginez, en plein soleil, l'été on est dans le sud-ouest, c'est pas évident. Et puis il y a également tout ce qui est organisation du travail, avec le fait de faire venir des détenus, de les ramener, et qu'il y a besoin de confidentialité, même si la justice est transparente. Voilà, donc en fait, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des allers-retours entre cette maîtrise d'ouvrage et cette maîtrise d'œuvre, on arrive à des aspects de dysfonctionnement. Alors, en l'occurrence, ça s'est traduit, les salariés, ils ont affiché des posters sur les vitres. Voilà, donc effectivement, du coup, de l'extérieur, c'est pas toujours terrible. Un autre élément qu'on voit souvent de difficulté dans les projets d'investissement, c'est la relation aux fournisseurs. D'une part, on a souvent une maîtrise d'ouvrage qui peut se dire, finalement, la conception architecturale ou la conception d'une ligne, c'est pas mon cœur de métier, je sais pas faire. Alors je vais demander à un architecte, à un bureau d'études, de venir m'aider, et du coup, je vais lui donner un cahier des charges, parfois oral, que le bureau d'études ou l'architecte va traduire, et c'est lui qui va réaliser finalement le cahier des charges. La difficulté, c'est que l'architecte, effectivement, il sait bien assembler les matériaux, il connaît son métier, mais il ne sait pas
comment on va travailler dans l'entreprise. Donc il y a la question de l'usage. Comment une personne qui a une expérience de son métier va réussir à intégrer des éléments d'une autre expertise en fait. Et avec la relation fournisseur, on trouve souvent aussi une autre difficulté, c'est une relation de force, c'est-à-dire que l'entreprise qui conçoit une machine, elle a investi de l'argent dans la recherche et développement, dans la conception, et il devient alors très difficile de lui demander de modifier certains aspects de la machine. Et du coup, ce qu'on voit souvent, c'est plutôt une entreprise qui va modifier son organisation du travail et voir sa manière de travailler pour s'adapter à la machine au lieu de l'inverse, alors que c'est la machine qui devrait venir l'aider. L'implication des utilisateurs est également quelque chose qui fait partie des classiques parce que ce qui est intéressant quand on fait intervenir un utilisateur, c'est qu'il maîtrise bien son activité de travail et qu'il va pouvoir enrichir le cahier des charges. Il va pouvoir également simuler l'activité future, donc c'est une aide. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est des entreprises qui nous disent « oui, j'ai associé mes salariés, je leur ai demandé ce dont ils avaient besoin. » Et c'est là où il y a quand même une dérive, c'est que le fait d'associer les salariés dans le projet, c'est pas de leur demander ce dont ils ont besoin, mais c'est de comprendre quelle est la réalité des situations de travail pour pouvoir définir ce cahier des charges. Et par exemple, si on demande à quelqu'un, voilà, on va refaire votre bureau, de combien de surface avez-vous besoin, et qui répond j'ai besoin de 15 mètres carrés, l'architecte il peut très bien traduire ça sur 15 mètres fois 1 mètre. Donc difficile dans ce cas-là de faire une réunion à 2 ou 3, s'il y a besoin de faire des réunions de 2 ou 3 personnes dans le bureau. D'ailleurs, ça doit même être difficile de mettre un bureau tout simplement. Dernier point, et j'en arrêterai là sur les classiques, on pourra en discuter ensuite avec vous et puis lors des témoignages, c'est la prise en compte du travail réel. Quand on pense à un projet, on se met souvent dans la peau de la personne qui va utiliser l'équipement. Sauf que quand on se met à la place de cette personne, on le fait avec ses propres caractéristiques de force, de corpulence, de vision, de compétences, etc. Et ce n'est pas forcément le cas de la personne qui réalise le travail. Et ce qui fait que finalement, à la fois on va concevoir un projet à partir de représentations qui sont erronées, mais également si on ne va pas sur le terrain pour voir comment ça se passe réellement, on va mettre ça en place avec des situations qui sont purement théoriques et pas réelles. Et par exemple, il y a souvent certaines tâches dans les projets qui sont oubliées, comme tout ce qui est nettoyage, maintenance, la gestion des déchets. Souvent, ces aspects-là sont oubliés dans les projets alors que ces tâches-là existent. D'où l'importance de prendre en compte le travail réel. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour cette petite introduction sur les projets d'investissement avec quelques points d'accroche qui, j'espère, vous permettront après de relancer aussi des questions et de débattre. Et je fais appel à notre premier intervenant, Monsieur Pierre Etcheverry, qui va venir nous parler de la conception architecturale au service de l'entreprise.